Bon, allez, on bascule. Parce qu'après, il va se faire faim. Hein. Il va se faire faim après. Oula, pourquoi les scènes ne basculent pas? Ah, voilà, ça fonctionne. On vient de finir la petite analyse fine. Hein. Bien évidemment, on fait un bonjour à YouTube encore. C'est la nouveauté quand même. On va lancer la première. Donc, on avait déjà tenté un peu ça la dernière fois avec le premier GP de la saison du côté de Bahreïn. Et là, j'avais prévu un autre dossier. Mais il y a eu de l'actu un peu imprévue, hein, je pense des deux côtés. Et donc, l'analyse de Drive to Survive, la nouvelle saison, attendra encore un peu. Alors, ce sera pour une prochaine fois, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. On va se faire un gros dossier. Un gros dossier qui va revenir principalement sur l'incident et un peu tout ce qui peut en découler. Donc, ne vous inquiétez pas, on va recommencer tranquillement par une mise en contexte et on va se poser surtout une grosse question. Est-ce que, suite à tout ce qui vient de se passer, la remise en cause, la réunion des pilotes, etc., on va revenir point par point, on va vraiment avoir une remise en cause du modèle actuel de la F1 ? Est-ce que les pilotes vont vraiment avoir leur mot à dire ? Ou est-ce que malgré tout ça, rien ne va changer ? C'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de tourner cette question, non pas sur pourquoi ça s'est passé, etc. On va revenir là-dessus, mais essayer plutôt de se projeter sur l'avenir, avec bien évidemment le chat. Hein, n'hésitez pas à nous donner un max d'infos, à vous prononcer la totale, bien évidemment. Donc, pour rappel, nous sommes à Jeddah pendant les essais de vendredi. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où Max Verstappen nous signale, par exemple, à sa radio, les gars, ça sent le cramé, est-ce que c'est le moteur ? Alors non Max, non Max, ne t'en fais pas, pour une fois pas de problème de fiabilité pour Max Verstappen comme on a pu le voir. Ce n'est pas le moteur, c'est en effet un site pétrolier qui a été ciblé par une attaque de missile à 10 km, même pas, du circuit de Jeddah. Donc en fait c'est la fumée noire qu'on pouvait voir. On avait d'ailleurs l'ensemble des commentateurs qui ont pu envoyer des snaps, etc., principalement des stories où ils sortaient de leur cabine, justement, ils ressentaient énormément la fumée, cette odeur de cramé, et ils voyaient au loin cet épais nuage noir. Donc on peut voir ici avec une photo un peu plus resserrée de ce qui se passait, c'est qu'on avait en fait une frappe qui a été directement envoyée par le groupe chiite du côté du Yémen, donc qui est en proie et qui est en guerre, on va même dire les termes tels qu'ils le sont, avec l'Arabie Saoudite depuis 2015. Donc il faut savoir en fait, au niveau de l'Arabie Saoudite, donc on a le Yémen qui est juste au sud. On a eu, je suis pas ultra bon hein, sur l'histoire des rebelles Houthis, mais pour résumer globalement, on a eu un changement de pouvoir au Yémen. On a eu une montée de la branche qu'on appelle les Houthis, donc qui est plutôt côté chiite, et alors que côté Arabie Saoudite, on est 100% sunnite. Donc on a les deux gros blocs du monde arabe qui s'opposent, avec d'un côté l'Arabie Saoudite, gros représentant, grosse puissance sunnite, et de l'autre côté les chiites, donc avec exactement même les rebelles Houthis, donc, qui sont au niveau du Yémen, soutenus bien évidemment derrière par l'Iran, côté très chiite. Donc on est sur une guerre froide où on a des bombardements assez réguliers d'un pays vers l'autre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, et une guerre qui dure quasiment depuis 2015. Hein, j'ai regardé les chiffres, c'est complètement affolant, et je trouve que le terme de guerre froide marche plutôt bien sur un peu les tensions qu'il y a actuellement entre les deux blocs, et surtout on reste sur une fameuse opposition entre d'un côté les sunnites et d'un côté plutôt une branche orientée du côté des chiites. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce site, il n'a pas été ciblé au hasard. Donc, on a directement une frappe qui est venue cibler donc un industriel, l'industriel qui est Aramco, donc qui est un des sponsors. Donc, on peut le voir pendant la spin, l'un des plus gros sponsors aujourd'hui de la F1 depuis quelques années. Hein. Il y a une grande banderole Aramco un peu partout.
sous une couleur, on va dire, un peu bleu canard, hein, on va se dire. Aramco, l'un des plus gros sponsors de la F1, donc groupe pétrolier bien évidemment, et aussi Aramco, l'un des gros sponsors d'Aston Martin. Donc la frappe, et bien évidemment, a été fait dans le timing, etc. Donc bien évidemment que c'était ciblé. Donc suite à cette frappe, suite au fait justement qu'on a appris qu'en plus c'était un des sponsors qui avait été ciblé, on a eu directement le vendredi soir une énorme réunion de 4 heures entre à la fois des dirigeants de l'Arabie Saoudite, la FIA, représentant bien évidemment Stefano Domenicali, donc le CEO de la F1, les pilotes et les patrons d'écurie qui étaient là. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que cet échange a duré ultra longtemps. On a eu justement Pierre Gasly qui a pu prendre apparemment assez longtemps la parole. Le premier positionnement des pilotes était « on ne court pas ». Positionnement ultra logique, hein. À 10 km du circuit, Aramco, le sponsor, enfin l'un des plus gros sponsors de la F1, a été pris pour cible avec une attaque missile. À 10 km du GP. Donc les pilotes directement, on ne court pas. Et moi perso, jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le premier positionnement. L'ensemble des pilotes sont sur un on ne court pas. Sauf que, en attendant, on a le petit Stefano Domenicali qui s'amuse avec ses déclarations. Lui va devenir très vite insupportable, je vous le dis. Il m'insupporte déjà. Il me fait des boutons, ce que Stefano. Hein. Il nous fait des déclarations, dont une que j'ai notée parce que alors là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous sort lui ? Ils seront sur la piste, vous verrez. Pardon ? C'est-à-dire, il y a de la menace. Donc, les pilotes, on ne court pas. Donc voilà, on enchaîne les informations. Dans tous les cas, avec le peu d'informations qu'on a là, en tout cas, on ne court pas. Faut qu'on échange, faut qu'on ait plus d'informations. Il y avait aussi bien évidemment ce positionnement-là, on veut avoir plus d'informations, ce qui est tout à fait logique, et on veut avoir tout le contexte. Donc, Stefano Domenicali, qui voit aussi, lui, le portefeuille, hein, les billets verts, la moula, le caramel, ils font « t'inquiète pas, vous inquiétez pas, vous verrez bien, ils seront sur la piste ». Et donc là, apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, vu comment les pilotes sont ressortis, on a de suite compris, il y a eu un lobbying, mais un forcing même, directement, donc bien évidemment d'abord de la FIA, donc qui est venu jouer déjà sur le fait que les représentants qui étaient là, principalement orientés, on va dire, apparemment il y avait des représentants du ministère de l'Arabie et aussi des représentants extérieurs qui étaient un peu experts normalement du sujet, je sais pas où ils les ont sortis, mais bon, apparemment c'était le cas, qui ont dit que en fait c'était l'endroit le plus sûr actuellement. Enfin, un endroit le plus sûr, un missile s'il veut tomber dessus, bref. L'endroit le plus sûr actuellement, qu'il n'y avait aucun risque, et que dans tous les cas, c'était un site privé et professionnel qui était ciblé. Là, il y aura du public, ce sera pas ciblé. Pardon ? Du public pas ciblé en Arabie Saoudite ? On a des contre-exemples. Hein. Donc voilà les arguments. Deuxième étape, on leur a très clairement dit, d'où les 4 heures de discussion, vous allez courir, ou sinon, en fait, il y aura des conséquences derrière sur votre carrière. Voilà. Donc, le positionnement, le jugement, le libre arbitre, vous allez vous le mettre où je pense. Vous fermez votre gueule, vous courez, et on en reparlera. C'est pas le moment. Donc, on l'a vu d'ailleurs, je trouve incroyable, c'est l'interview qu'a réussi à choper directement Julien Febvre à la sortie de ces 4 heures d'échange. À la sortie de ces 4 heures avec directement Pierre Gasly, hein, Julien Febvre qui a d'ailleurs marché sur Bottas, où on a un Pierre Gasly qui est dépité, qui est en mode mais vraiment, donc oui, j'ai tout fait pour être dans ce domaine, je veux tout faire pour aller en F1. Enfin là, très clairement, la décision, elle est budgétaire. Hein. Enfin, parce qu'avec les arguments, donc oui, il s'est rien passé. Très bien. Néanmoins, est-ce que c'est pour autant qu'il faut enterrer le sujet ?
Je ne pense pas. Les pilotes, je pense pas non plus qu'ils ont envie. La FIA, c'est pas pareil. Et surtout, si s'était passé quelque chose, non mais on se rend compte. Donc après derrière, j'ai vu comme quoi il y avait eu des déclarations, comme quoi le Yémen avait confirmé qu'il n'y aurait pas d'attaque pendant le Grand Prix, etc. Donc il y a eu des informations annexes. Est-ce qu'elles ont été données aux pilotes à ce moment-là? Peut-être. Peut-être qu'ils avaient déjà ces informations comme quoi non, c'est bon, il y avait une confirmation. Enfin, après, bon, est-ce qu'on peut faire confiance après qu'ils viennent de tirer sur le plus gros sponsor de la F1? Je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Mais derrière, il n'y a pas une décision unanime, c'est que ça a été imposé. Et donc, je suis ultra curieux. Je me pose la question depuis le début. Vettel n'était pas là, parce que Vettel avait encore le Covid et était remplacé par Hülkenberg. Si Vettel était là, est-ce que ça aurait pas été le premier à prendre ses clics et ses claques et à dire dans tous les cas à la F1, au pire j'en ai fait le tour, mais là, vous vous foutez de notre gueule et à se barrer. Je suis, mais alors, j'aurais été tellement intrigué de voir Vettel dans cette situation. Alors déjà, c'est sûr que ça aurait été l'un de ceux qui aurait plus pris la parole. Néanmoins, lui, il fait pas forcément prendre la parole, il prend des actes et il a pas peur de les faire. Donc j'aurais été curieux. Néanmoins, c'était pas le cas. Et je dis pas que ça aurait été forcément le cas. Je dis pas non plus que ça aurait été la bonne décision, parce que derrière, il y a d'autres impacts. Néanmoins, la grande question, c'est ok, tout s'est bien passé, très bien. Apparemment, il y avait des certitudes comme quoi ça allait bien se passer. Je comprends les pilotes qui peuvent avoir des doutes, très clairement. Comment tu te focalises en plus sur ta course après quand tu as des doutes? Enfin, ok, c'est des machines de guerre, mais ça reste des êtres humains. Hein. Ils sont pas conditionnés pour partir à la mort en mode ah, c'est bon, t'es pilote, tu prends des risques de base. Oh, bah ça change pas grand chose. Allô? Pardon? On peut vraiment avoir ce type de discours? Non? La dingue, quoi. Donc, la question, c'est maintenant, après. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour voir après qu'est-ce qui va se passer et où sont les limites, j'aimerais juste vous rappeler qu'on est sur un nouveau circuit et on est dans le cas d'un gros circuit payant qui ramène l'une des plus grosses enveloppes. Donc c'est avec Miami, donc qui va faire sa première année, le circuit payant qui paye le plus cher pour avoir la F1 avec un ticket à hauteur de 50 millions. Donc qui est exactement le même tarif que du côté de Miami. Donc on est sur l'un des circuits qui paye le plus cher. Et donc, bah, ça la fout mal en fait hein, de se barrer parce qu'il y a une attaque. Je comprends pas. En vrai, il paye 50 millions, ça vaut bien le coup qu'il y ait un missile qui explose pas très loin quoi. Eh bon, ça passe. C'est Arabie Saoudite, ça passe. Habitude. Donc, on est sur ce cas où aujourd'hui, la F1, bon, dans tous les cas, on va pas se mentir, depuis le rachat par Liberty Media, etc., on est sur un positionnement, mais c'était déjà le cas avant, bien évidemment, très capitalistique, très compliqué à dire ce mot. Donc on est un positionnement où bah, on vise la rentabilité. Donc c'est intéressant hein, en fait les circuits qui sont pas comme Spa machin et tout là, qui payent pas, qui sont prêts à sortir le chéquier, à débourser le maximum et qui sont même intéressés pour dire à la F1 mais si venez, et ce besoin de venir remonter l'image. Mais est-ce qu'on est prêt à aller n'importe où tant que le chéquier est sorti et que derrière, bah en fait, on a le financement de 50 millions, donc c'est bien, c'est bien. On va faire un circuit dangereux, en plus ce sera kiffant. Ouais, ça ira vite, c'est bien. Bon, dans tous les cas, c'est dangereux le circuit, mais au pire, il y a des missiles qui tombent, donc... c'est pas grave. En fait, je suis un peu outré là-dessus parce que j'ai vraiment en fait l'impression que quand on regarde Liberty Media, quand on regarde la F1, son positionnement, etc., c'est que derrière, bah, on continue de parler et notre petit Stefano continue de parler sans cesse du fait que, ah bah tiens, en fait, potentiellement, là déjà on fait un record avec 23 circuits, bon, on pourrait passer à 30, hein. Pardon. Ah bah oui, attends, 30 circuits, t'imagines? Et 7 chèques de plus de 50 millions, on les prend, hein. Bon, après, les autres, c'est pas grave, hein, ils ont le budget capé, on le bouge pas et c'est pas grave, hein, les pilotes, les ingés, les mécanos verront moins les familles, mais c'est pas grave. Pas notre problème, ça. Bah bravo, belle mentalité. Donc, on part sur une mentalité à aller chercher de plus en plus ces circuits payants. Bah pour rien, peut-être le Qatar va revenir.
Il suffit de regarder Bahreïn, il suffit de regarder l'Arabie Saoudite. On parle aussi là, donc on parlait de Miami. On parle aussi de potentiellement rajouter un circuit à Vegas. Autant dire que lui aussi payerait le taquet pour aller refaire de la course sur directement des parkings. Génial, qu'est-ce qu'on kiffe. Donc, on est sur ce cas-là. On parle aussi du fait que potentiellement des circuits mythiques, suite au fait que, en fait, Silverstone, ça nous rapporte pas tant que ça. On est un peu déçu du deal, machin. On perd un peu d'argent peut-être. À Spa, on a eu le délire de Spa. Est-ce qu'on a envie de le garder? Pardon. Le circuit de France qui arrive au bout de son contrat aussi. Donc, bon, le circuit de France, pas forcément, mais quand même. On serait prêt donc à lâcher tous les circuits mythiques et aller chercher limite que des circuits à 50 millions en disant ouais, en fait on a Stefano Domenicali qui a dit attention, en fait tu aurais pas de passe droit, hein. Même si les pilotes préfèrent tel circuit, nous si on nous donne 50 millions et qu'on peut en avoir 30 à 50 millions, c'est bingo. Voilà, je trouve ça complètement dingue et ça pose des questions. Est-ce qu'il y aura une remise en cause? Est-ce que les pilotes vont réussir à mettre la pression? Est-ce qu'au final, ils peuvent rien faire? Et c'est désastreux, ce positionnement là-dessus. Donc, ils peuvent rien faire. C'est pas le cas. Par exemple, vous voyez avec Lewis Hamilton qui vient mettre des casques aux couleurs LGBT pour montrer son opposition, ce qu'il avait pu faire par exemple au Qatar, il avait pu faire pareil en Arabie Saoudite. Donc, oui, il se positionne de manière forte, même dans les discours, etc. Néanmoins, la FIA tolère. Quand ça pousse dégueulante en disant... Par rapport à la Russie, on n'ira pas courir en Russie. La FIA tolère. Mais là, je comprends pas. C'est que l'Arabie Saoudite, en guerre avec le Yémen depuis 5 ans, 6 ans, bon, on peut venir là-bas en se disant, le but, c'est aussi de faire progresser les choses, essayer d'avoir un impact aussi. Ok, pourquoi pas. Quand il y a un tir de missile à 10 km du circuit, mais c'est rien. Vous inquiétez pas, vous êtes encore plus en sécurité sur la piste ouverte. Pardon? 1-2-1-2 J'ai pas compris. Donc, il y a Stephen Brown, il y a plein de monde qui s'est insurgé en mode mais c'est quoi ce délire? On va arrêter les conneries, 50 millions c'est bien, la vie des pilotes et de l'ensemble des écuries c'est mieux. Donc, c'est le gros dossier, ça pourrait être le gros coup de gueule aussi. Néanmoins, la grande question que j'ai, c'est est-ce que on va vraiment voir des modifications? Parce que Liberty Media a vraiment un plan en tête. Et en fait, jouer le parti pris de dire non, tel circuit tel pays, il y a tel droit qui est pas respecté, donc même si vous nous mettez le chéquier maximum, on viendra pas. C'est pas vraiment le positionnement de Liberty Media. Donc là-dessus, on le sait. Derrière la question, c'est est-ce que ce sera les pilotes qui auront vraiment possibilité de faire quelque chose? Et est-ce que derrière, on va pas avoir des cas un peu à la... je sais pas, peut-être le meilleur exemple, c'est Kaepernick, directement en NFL, qui avait posé le genou au sol. Sa carrière depuis est totalement arrêtée. Est-ce qu'on n'a pas justement, en fait, cette épée de Damoclès qui est un peu sur tous les pilotes? Donc, on pourrait parler des anciens qui ont pu déjà tout vivre, etc. Néanmoins, pour les nouveaux, ça reste le rêve ultime, la F1. Ils se sont battus depuis qu'ils sont gamins. Il suffit de regarder les reportages, par exemple, de Max, etc., avec son père. Depuis qu'ils sont gamins, c'est leur but ultime. Est-ce qu'ils sont prêts à tout sacrifier là-dessus? Est-ce qu'on peut vraiment leur en tenir compte? Je pense pas non plus. Donc, ça va être vraiment curieux. Est-ce que le dossier va être enterré tant qu'il n'y a pas de nouvel incident dans le même type? Tant qu'il n'y a pas pire, justement, malheureusement? Ou est-ce que, justement, on va voir les pilotes qui vont réussir quand même à se prononcer là-dessus et la FIA qui va faire des décisions? Néanmoins, on est toujours sur un parti pris qui est compliqué. Jusqu'où on va? Comment on traite les dossiers différemment? Très curieux. Très curieux de voir comment va se positionner la FIA sur ces points-là. Et c'était notre premier gros dossier. C'était notre premier gros dossier de la saison. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets. Je suis preneur. L'objectif, c'est pas forcément de se concentrer sur une course ou quoi, mais plutôt de venir un peu sur un point un peu précis. Donc l'idée de prochain gros dossier, d'ailleurs, ce serait assez facilement de nous faire un petit récap. On va alléger un peu le sujet.
Petit débrief de Drive to Survive et de ce que ça a donné cette saison que j'ai pu terminer. Donc ça, il y a moyen que ce soit le prochain gros dossier. En attendant, il pourrait se repasser une dingue où il y en a un autre qui prend le dessus au niveau de l'info, etc. L'intérêt aussi, ce serait potentiellement de faire même des gros dossiers plutôt sur les concepts aéros, etc. Vraiment sur comment la voiture est influencée, comment elle est pensée, revenir sur plein d'éléments comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, ce serait avec plaisir. Et ben voilà, on arrive au bout. On arrive au bout.